Bonjour à tous et bienvenue sur cette agora dédiée à la jeunesse. Parce qu'en effet, nous sommes dans une région très jeune et on parle beaucoup entrepreneuriat, mais il faut aussi beaucoup parler de cette nouvelle génération. Il faudrait rappeler que sur l'Afrique, la moyenne d'âge est de 20 ans et que d'ici 2050, l'Afrique aura un nombre qui sera à peu près de 2,4 milliards d'habitants, dont la moitié aura un âge inférieur à 25 ans. Donc c'est vraiment un enjeu qu'il faut aborder et savoir surtout comment l'aborder. Et donc du coup, pour cette thématique liée à la formation et l'entrepreneuriat, quelle perspective pour la jeunesse méditerranéenne? Nous avons Monsieur Xavier Génois, président CCF de la région PACA. Nous avons aussi Monsieur Rachid Chakib, directeur de la recherche et de l'innovation du groupe ISGA. Nous avons aussi Madame Laura Cacon, directrice de la croissance et de la stratégie chez Honoris United Universities. Nous avons Yasmine Samdi, étudiante HEC Paris et travaillant également à la French Tech Maroc. Et enfin, Monsieur Didier Nuel, relations internationales et ambassadeur du programme Homer, sur lequel on pourra revenir en détail dans un autre moment. Pour commencer donc du coup ce panel, j'aimerais interroger nos universitaires et les représentants des grands groupes d'écoles pour savoir en fait comment est-ce que les formations pourraient être adaptées pour justement apporter aux jeunes étudiants les compétences dont ils auraient besoin pour les métiers de demain. Laura, est-ce que vous auriez une réponse à ce sujet ? Absolument. D'abord, bonjour à tous. Juste quelques mots sur Honoris United Universities. En fait, c'est le plus grand réseau d'enseignement supérieur privé en Afrique. On a plus de 70 000 étudiants. On est présent dans 10 pays, 15 institutions, 75 campus. Je vous dis ça juste parce qu'en fait, on a fait énormément d'études pour vraiment comprendre quels étaient les enjeux des formations de demain. Surtout, comme vous l'avez dit, cette jeunesse africaine qui galope. Et surtout, c'est que dans 5 ans, on ne sait absolument pas quels seront les jobs de demain. Donc, les diplômés aujourd'hui auront sans doute changé avant 30 ans, plus de 5 fois de job. Donc, quand on s'est attaché à réfléchir à cette question avec notre conseil académique, en fait, on a regardé ce qu'étaient les métaskills aujourd'hui. Que ce soit les métaskills rankés par le World Economic Forum ou que ce soit sur LinkedIn, quand vous voyez les compétences les plus demandées, en fait, on se rend compte que la communication, la collaboration, la créativité, le coding, le problem solving, l'analyse critique sont des compétences qui sont extrêmement demandées. Donc, je pense que pour réfléchir aux formations de demain, il faut d'abord réfléchir aux métaskills qui sont transversales à l'ensemble des formations. Aujourd'hui, un architecte, un ingénieur, un diplômé d'une business school ou même un professionnel de santé ont en commun des compétences qui sont essentielles pour le XXIe siècle. Et au niveau d'Honoris, on a réfléchi comment faire de ces compétences des certifications obligatoires pour tous nos étudiants. On les a encapsulées dans un module qui s'appelle le certificat pour les compétences du XXIe siècle. Juste à titre indicatif, le coding aujourd'hui est la nouvelle deuxième langue. L'anglais est de facto la langue du business, mais aujourd'hui, savoir coder permet de développer une pensée computationnelle qui permet justement la connexion entre différents secteurs. Donc voilà, je voulais juste introduire la session avec cette problématique sur les métaskills et les compétences du XXIe siècle qui sont essentielles. Merci Laura. Et justement, Rachid, à ce sujet, je pense que chez ISGA aussi, il y a une volonté d'avoir des formations hybrides, justement pour répondre aux challenges de demain. Comment est-ce que ISGA répond à ces défis ? Justement, donc d'abord je fais une petite présentation du groupe ISGA. Donc nous sommes un groupe d'enseignement supérieur qui est présent dans les 4 grandes villes du Maroc, Rabat, Marrakech, Fès et Casablanca. Donc nous comptons plus de 1500 étudiants dans nos effectifs. Donc justement pour répondre à ta question, donc par rapport à la formation, normalement nous, pas uniquement à l'ISGA, de toute façon, c'est les opérateurs du secteur de l'enseignement supérieur, aussi bien privé que public, donc ont leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est comment, chercher des adaptations de leur système de formation pour permettre aux jeunes diplômés de faire face aux défis liés, imposés par la transformation digitale et par la transition écologique. Donc cette transformation digitale, cette transition écologique, donc il a impacté fortement notre quotidien, donc il a changé beaucoup notre présent et certainement il va métamorphoser, d'une manière complète notre avenir. C'est pour cela donc tout notre système de formation doit être réfléchi, doit être repensé
pour justement apporter ou accompagner, assurer aux jeunes diplômés de demain, parce que les gens qui sont en formation, donc ils vont être dans le marché du travail dans 3-4 ans. Et vous savez qu'avec cette transformation digitale, l'évolution des métiers se fait d'une manière très rapide. On est sous la dictature du court terme. Donc chaque période de courte durée, donc il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, des emplois qui disparaissent. Donc il faut que les systèmes de formation doivent quand même faire face à cette problématique. Voilà. Merci Rachid. En effet, une problématique qui ne concerne pas seulement un pays, mais plusieurs régions, même le monde entier. D'où l'importance de la connexion entre les étudiants, les écosystèmes aussi de jeunes entrepreneurs. Xavier, vous pouvez éventuellement nous donner quelques mots et informations sur l'importance de connecter la Méditerranée et sa jeunesse avant que Didier puisse nous donner quelques détails sur le projet Homer. Alors tout d'abord, c'est vrai que heureusement que je ne suis pas étudiant maintenant, parce que je pense que j'aurais beaucoup de mal avec le coding. Ça, c'est la première chose que je vous dirais à tous. Ah, ça marche plus, je crois. Oui. Ah, vous m'entendez? Moi, je ne m'entends plus, mais c'est pas grave. Non, très clairement, moi, en tant que président des conseillers du commerce extérieur de la France, rapidement, les CCE, c'est 4500 personnes dans le monde entier qui sont présents partout pour trouver, entre autres, des solutions économiques pour la France, puisqu'on est tous nommés par le Premier ministre et que nous sommes un grand réseau de chefs d'entreprise qui permet de voir un petit peu quels sont les biens et les moins biens qui sont faits partout dans le monde. Mais quand on parle de la jeunesse, et étant sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qu'on travaille énormément avec la Méditerranée, je dis très souvent avec humour, mais que la Méditerranée n'est pas un continent officiellement, mais en fin de compte en est un. Et c'est vrai que... Ah, c'est bien, je m'entends, merci beaucoup. Très clairement, c'est vrai qu'on a une obligation, je dirais, de pouvoir, pour nos jeunes, de leur permettre, j'avais vraiment un problème avec ça, donc je l'enlève, on est vraiment pour nos jeunes dans une capacité, on a le devoir de leur permettre de mieux se former. Mieux se former parce que les talents, ils sont aussi importants au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. En revanche, peut-être qu'au sud de la Méditerranée, encore aujourd'hui, hélas, on ne permet pas aux jeunes d'aussi bien se former. Alors vous savez qu'en France, il existe ce qu'on appelle les VIE, qui a permis, Nora en fait partie, donc elle sait de quoi je parle, mais les VIE et les VIA sont des jeunes qui ont pu justement avoir cette capacité d'aller à l'international. Aujourd'hui, c'est vrai que, et je laisserai Didier Nuel en parler beaucoup mieux que moi, mais le programme Homer est un programme de VIE inversé qui permet justement à des jeunes talents du sud de la Méditerranée, mais aussi d'autres pays, puisque Homer est en train de s'étendre sur l'Afrique subsaharienne, mais également en Turquie et au Liban. C'est très clairement cette capacité de venir se former. Et pour que le pays dans lequel ils sont nés et qui a besoin de talents encore mieux formés reviennent dans le pays pour apporter justement à ce pays-là des choses fantastiques parce qu'un apprentissage complémentaire. L'avenir, il est très clair. Si on ne forme pas nos talents aujourd'hui, on va dans le mur. Et que la formation des talents, c'est essentiel. À mon époque, on pouvait être autodidacte et s'en sortir. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Merci Xavier. Peut-être une intervention sur Homer, si vous pouvez repasser le micro, et un peu mieux comprendre le programme, parce qu'en effet, ça a été mentionné. Mais Didier, qu'est-ce que Homer ? Alors Homer, c'est une association, faut que j'enlève ça aussi, sinon ça ne va pas le faire. C'est un programme et une association qui a pour but d'améliorer l'employabilité. Alors, Didier, désolé, je crois qu'on ne vous entend pas très bien. On m'entend pas là. Donc il faut que je le prenne comme ça, c'est ça? Parce que moi, comme peut-être bien rapprocher le micro. C'est mieux comme ça. Ok. Bon, donc je reprends. Nous avons pour but d'essayer d'améliorer l'employabilité des jeunes du, alors, on va dire sud de la Méditerranée, mais comme l'a dit Xavier, on s'étend aussi maintenant un petit peu sur le pourtour méditerranéen, même si à l'heure actuelle, on est plus actif sur la partie Maroc, Tunisie et Égypte. L'idée, comme l'a présenté Xavier, c'est de dire qu'il faut qu'on ait des jeunes qui soient formés et qui reviennent travailler dans leur pays après avoir pris une formation. Donc on prend le problème à l'envers du système académique classique, à savoir qu'on s'intéresse aux entreprises qui nous demandent
de former des gens dans un pays parce qu'ils ont une envie de développement dans ce pays. Ils nous disent voilà, on a besoin de jeunes formés à telle discipline, à telle pratique, etc. Ils nous donnent leur profil. On va, grâce à notre réseau académique, qui s'appuie entre autres sur le réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs, mais d'autres sources de recrutement, je dirais universitaires comme lycéennes. Et on va sélectionner un certain nombre de candidats qui correspondent au profil demandé par l'entreprise. Ensuite, l'entreprise sélectionnera les candidats qui lui paraissent le plus favorables pour faire ce qu'elle veut faire. Et ensuite, l'association reprend la main pour aider les jeunes à leur expatriation et à leur installation dans leur stage. Le stage dure entre 2 et 6 mois chez nous. Pour l'instant, c'est des stages de 2 à 6 mois dans lesquels on va les aider pour tout ce qui est papier, visa, installation. Pour l'instant, les formations sont essentiellement en France. Les stages se font essentiellement en France, mais installation en France, les aider à trouver un appartement, les aider à s'installer dans leur nouvelle vie pour la durée du stage. Et ensuite, comme l'a dit Xavier, ils retournent dans leur pays d'origine, la plupart du temps pour être employés par l'entreprise dans laquelle ils ont fait le stage, pour développer son activité dans le pays d'origine. Le taux de retour est à l'heure actuelle de 92%. Donc on n'a que 8% on dirait de réfractaires qui refusent de revenir dans leur pays d'origine. Mais ça, on ne va pas les forcer, on ne peut pas les forcer. Mais bon, je trouve que 92%, c'est raisonnable quand même comme taux de retour. Et ils trouvent des emplois. Et après, nous, on espère qu'ils vont intégrer les alumni, c'est-à-dire le réseau des anciens, de manière à améliorer encore notre réseau sur ces pays-là. Donc à l'heure actuelle, le développement, c'est essentiellement... alors il y a un OMER Maroc, un OMER Tunisie, un OMER Égypte. Et puis, comme l'a dit Xavier, on commence à se développer sur le Liban et sur la Turquie. Voilà, et on espère que ça va se développer un peu plus. Voilà pour l'aspect pratique. Merci beaucoup Xavier. Yasmine, je pense que tu es assez bien placée aussi pour donner ton retour d'expérience en tant qu'étudiante. Mais non pas seulement comme étudiante, comme tu travailles à la French Tech Maroc, tu as aussi tout ce volet lié à l'écosystème entrepreneurial. Donc finalement, tu combines les deux grands axes de cet atelier. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots sur ton parcours et nous expliquer un petit peu tes prochaines ambitions ? Bien sûr. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yasmine, je suis marocaine, donc j'ai grandi au Maroc, je suis née au Maroc. Et je suis allée finir mes études en France, donc après le lycée. Je suis actuellement étudiante à HEC Paris. Donc tout ce que vous racontez en termes de mobilité, de formation à l'étranger, j'en suis un peu l'exemple concret. J'ai décidé d'aller en France, tout simplement pour avoir une formation qui me permettra par la suite de revenir au Maroc et de faire profiter mon pays de cette formation-là. Parce que j'ai pu voir en tant que personne qui a grandi au Maroc et en tant que Marocaine, tous les problèmes qui sont encore présents aujourd'hui au Maroc, les problèmes de développement que notre pays a encore. Et je pense que ces problèmes-là, on ne peut les régler que par le bas. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me former à l'étranger et de revenir avec un bagage solide pour pouvoir aider mon pays. Et puis voilà, je pense profiter de la mobilité, c'est quelque chose de très important pour la jeunesse aujourd'hui. Et revenir au pays, comme vous le dites, il y en a énormément qui reviennent, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on sait aussi que l'entrepreneuriat, c'est l'une des voies, et c'est pour moi la voie royale pour le faire, pour pouvoir véritablement aider par le bas. Et c'est pour cette raison aussi qu'aujourd'hui, je suis présente à ce forum à travers la French Tech Maroc, puisque je suis en stage cet été avec l'un des entrepreneurs qui est membre du board de la French Tech, Othman Didesh. Et j'en ai profité pour vraiment découvrir l'écosystème French Tech au Maroc et voir toutes les opportunités qui sont ouvertes ici pour les startups marocaines qui ont vraiment des ambitions d'aider le pays, d'aider le développement du pays et pourquoi pas aider encore plus sur le continent africain ou même encore plus à l'international sur les 5 continents. Super. Oui, Laura, peut-être une petite intervention, un rebondissement. Une petite intervention un peu provocatrice. Nos pays, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, ont des talents de classe mondiale, des établissements de classe mondiale. Simplement pour vous donner une idée, nous avons 6 étudiants qui vont participer, donc 6 étudiants africains, un Tunisien,
4 Sud-Africains et un Marocain qui vont participer aux rencontres de l'INDO, qui rassemble chaque année 70 prix Nobel, qui rencontrent en face-to-face, en workshop, ces étudiants-là. Donc, ils ont été sélectionnés parmi 600 au niveau mondial. Ouais. Donc, je veux juste simplement recadrer le débat parce qu'on est au Maroc avec l'ISGA, une institution d'excellence. Nous-mêmes, au niveau du Maroc, on a l'EMSI, on a 11 000 étudiants ingénieurs, qui est la plus grande école d'ingénieurs du pays. Donc, on a des étudiants en Afrique qui sont world class. Et je pense que pour l'intégration régionale, en fait, la priorité, c'est la collaboration entre les différents pays. Les différents pays de la région, Méditerranée, les différents pays d'Afrique. Et l'important, c'est aussi de transmettre aux étudiants l'opportunité que représentent en termes de développement professionnel et d'opportunités professionnelles ces régions. Ça leur appartient. C'est un avenir qu'ils vont construire et ça leur appartient. Donc, je voulais juste recadrer le débat parce que vous avez absolument raison. L'ouverture internationale est fondamentale, qu'elle soit physique ou virtuelle. Par exemple, cette année, au niveau d'Honoris, on a mis en place des stages internationaux de manière virtuelle avec des entreprises du monde entier pour pouvoir justement avoir cette ouverture internationale. Mais la compétence, elle existe ici. Nous avons des écoles d'excellence et étonnamment, on a beaucoup de recruteurs de l'étranger qui viennent recruter dans nos écoles. Je suis sûre qu'au niveau de l'ISGA, c'est pareil. On a plus de 30% de nos étudiants qui sont demandés pour aller à l'étranger. Donc voilà, je voulais juste avoir cette petite remarque un peu provocatrice de dire que l'opportunité de la région, ce sont des échanges qui vont bien au-delà. Ce sont des échanges qui sont culturels, des échanges de collaboration dans les deux sens, en fait, pour comprendre les réalités régionales et africaines. Il y a aussi le besoin d'avoir une incubation locale pour pouvoir comprendre le potentiel des régions et montrer le potentiel de cette région à notre jeunesse. Juste pour conforter ce que vous êtes en train de dire, je crois que l'essentiel va aller dans une seule phrase. Le talent n'a pas de nationalité. Et que grâce en effet au développement des différentes écoles partout dans le monde, et en particulier en Afrique, puisqu'on est ici sur le continent africain, mais avant tout, le talent n'a pas de nationalité. Et quand on aura compris ça, on aura fait un grand pas en avant. Mais ce n'est pas encore pour demain. Moi, de mon tour, donc je partage le même avis que Madame Laura. De toute façon, il a parlé que la majorité ou une bonne partie de nos lauréats, surtout dans le domaine de nouvelles technologies, donc ils sont recrutés par des entreprises étrangères. Aujourd'hui, les entreprises étrangères, c'est le premier employeur de nos lauréats, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Moi, je veux revenir encore une fois à la formation. Oui. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé, c'est-à-dire, de toute façon, j'ai dit qu'il faut quand même qu'on doit repenser, on doit essayer un petit peu de revoir un petit peu nos systèmes de formation pour les adapter, pour qu'ils soient, capables de former des jeunes pour faire face à tous les défis. Donc justement, les défis ou le marché de l'emploi qui est en évolution en permanence, qui évolue aussi d'une manière très vite, dans un monde où les défis s'accumulent. On a des défis liés au réchauffement climatique. On a des défis aussi liés aux problèmes liés à la mobilité, au transport. On a aussi des problèmes de la rareté des ressources naturelles. On a aussi des problèmes liés aux maladies, aux pandémies qui s'enchaînent. Tout ça font à ce que le monde de l'emploi, le marché du travail, donc il est en permanence, en changement en permanence. Problème, c'est un défi, ça représente quand même un défi sur les établissements de formation. Et ces défis doivent être, relevés dans les plus brefs délais pour permettre aux jeunes qui sont scolarisés aujourd'hui, parce qu'ils vont sortir dans le marché du travail dans 3, 4, 5 ans, et donc ces gens-là vont trouver un marché du travail avec des métiers nouveaux, avec des emplois nouveaux que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Plus de 60% des métiers qui vont s'exercer dans les 10 années à partir de 2030 ou au-delà de 2030, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Plus de 40% des emplois exercés aujourd'hui
vont disparaître ou là ils vont se transformer. Donc ce qui fait les défis sont énormes. L'emploi à vie, la caractéristique qui caractérisait le marché du travail il y a quelques années, c'est l'emploi à vie appartient désormais au passé. Il n'y a plus maintenant de l'emploi à vie, comme il a dit tout à l'heure Madame Nora. Donc les gens, dans les 10 années à venir, les 5 années à venir, seront amenés à changer 5-6 fois leur emploi durant le long de leur carrière. D'où l'intérêt de former les gens ayant un potentiel d'employabilité et non pas d'emploi. On forme avant pour des gens pour exercer un métier, pour exercer un emploi. Aujourd'hui, on forme des gens pour avoir un potentiel d'employabilité, des gens capables de s'adapter aux environnements du travail qui changent, aux métiers qui changent d'une manière régulière, avoir une capacité d'auto-apprentissage, d'auto-formation pour s'adapter aux éventuels changements du marché du travail. Des gens ayant une capacité d'innovation, d'anticipation. Tout ça, ce sont les défis auxquels les systèmes de formation sont confrontés aujourd'hui. Bien sûr, quand je dis ça, il y a aussi cette transformation digitale, cette transition énergétique présente également des perspectives. Il n'y a pas que des problèmes. Il n'y a pas que le risque que les métiers changent, où là il y a aussi des perspectives qui sont énormes. Des centaines de milliers d'emplois nouveaux vont être créés par la mise en place d'écosystèmes autour des énergies renouvelables, autour de la digitalisation des secteurs industriels, autour de pas mal de choses qui vont faire à ce qu'on aura plus d'opportunités et les jeunes peuvent en profiter s'ils sont correctement et bien formés. Merci. Et justement, ça me fait penser aux chercheurs, les jeunes chercheurs de l'ISGA, qui sont aussi à l'origine de potentielles innovations, parce qu'on a des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants et des jeunes chercheurs qui eux aussi sont à l'origine du changement de demain. Donc voilà, vous avez un programme qui accompagne ces personnes-là. Justement, de toute façon, je suis le directeur de l'ISGA de Rabat et je suis en même temps le directeur recherche et innovation du groupe ISGA. Donc nous avons quand même un programme, pour développer des projets d'innovation répondant à des problématiques réelles en liaison avec notre écosystème. Nous développons des projets innovants avec des dépôts de brevets répondant à des problématiques liées à l'agriculture, liées aux énergies renouvelables, à la mobilité, etc. Et on a pas mal Et ça permet quand même de de rester en interaction avec notre écosystème. Notre école ou tous les établissements doivent être des établissements impactants et doivent quand même rester en permanence en interaction avec les écosystèmes, répondre aux problématiques de ces écosystèmes par la mise en place ou par la création, par l'innovation, etc. Voilà. Merci. Un petit mot peut-être pour Yasmine. J'aimerais revenir à ton projet de futur entrepreneur. On te le souhaite. Donc voilà, pour cette nouvelle aventure, quelles sont pour toi les opportunités que tu vois autour de toi pour entamer ce projet et quelles pourraient être aussi on va dire, des perspectives à améliorer pour avoir encore plus d'outils dont tu aurais déjà la possession? Alors oui, effectivement, vous m'entendez bien ? Effectivement, j'ai un projet. En fait, c'est dur de donner le mot de projet quand on veut entreprendre, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, puisque forcément, entreprendre, c'est tout un parcours. Et je dirais qu'aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est le début de ce parcours. En tout cas, le fait de découvrir le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi, ça fait partie de cet entrepreneuriat que je veux mener plus tard. Et donc, pour revenir à la question, je trouve que entreprendre aujourd'hui, c'est le bon moment puisqu'il y a énormément de défis, comme vous le disiez, des défis que ce soit liés à la crise de la Covid, que ce soit lié à tout ce qui est développement durable, etc. On a énormément de défis auxquels on peut répondre. Et donc pour moi, ces défis sont des opportunités en fait, pour entreprendre. Donc il faut prendre ces défis comme des challenges, comme des opportunités, des choses qu'on peut améliorer et qu'on doit améliorer. Et cela peut passer par l'entrepreneuriat, il peut passer par d'autres choses évidemment, mais je pense que l'entrepreneuriat est l'une des solutions. Et donc pour moi, les opportunités, en fait, c'est les défis qu'on rencontre aujourd'hui. Les opportunités, ce sont aussi toutes les structures d'accompagnement qui sont présentes au Maroc et ailleurs, bien sûr, que ce soit la French Tech ou autre. Et les opportunités, finalement, ce sont aussi les formations, tout simplement. Puisque pour moi, si je suis allée me former dans une école de commerce, c'est pour avoir ces bases, pour avoir toute une vue globale de ce qu'est le commerce, de ce qu'est l'entrepreneuriat, pour ensuite pouvoir me lancer.
Donc pour moi, aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités pour la jeunesse, mais pas seulement. Et ces opportunités, il faut savoir les saisir. Et je pense que la jeunesse marocaine et la jeunesse méditerranéenne en général a vraiment envie de saisir ces opportunités. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui de nombreuses startups tenues par des jeunes qui sont là, qui ont présenté leurs projets et qui sont formidables. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai envie un jour de pouvoir lancer mon propre projet. Et pour finir, comme tu m'as posé la question par rapport aux perspectives d'amélioration, aux perspectives d'avenir dans ce monde vu par une jeune de 21 ans qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, mais à mon humble avis, je pense que tout ce qui est formation, tout ce qui est accompagnement, mais surtout tout ce qui est opportunité donnée aux jeunes et le fait de leur dire que c'est possible et qu'il suffit de saisir ces opportunités, de leur montrer qu'en fait, on peut entreprendre, leur montrer que les portes sont ouvertes, que ce soit pour des structures d'accompagnement, que ce soit à la French Tech ou autre, de leur montrer qu'ils sont open et qu'ils veulent nous pousser à entreprendre. Je pense que c'est ça, la perspective, c'est ça ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin et puis d'entreprendre un jour. Oui, Laura. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu dis. L'entrepreneuriat, en fait, est totalement transversal à toutes les disciplines. Donc, tu parlais d'HEC, que tu allais dans une école de commerce, mais en fait, ce qu'on a essayé de faire, nous, en réfléchissant à l'entrepreneuriat, en fait, c'est de développer un état d'esprit entrepreneurial, quelle que soit la discipline. Donc, tous nos étudiants ont un module entrepreneuriat où ils doivent développer un projet, lancer un projet. D'ailleurs, Asma Feniri, qui est là, qui est une de nos directrices, notamment la directrice de ce programme, qui a développé ce module entrepreneuriat, qui est pour tous nos 70 000 étudiants. Ils ont accès à ce module, ils travaillent avec des coachs. Nous avons des incubateurs et des makerspaces dans l'ensemble de nos institutions pour que l'entrepreneuriat soit au centre du parcours d'apprentissage. C'est fondamental. L'autre chose que j'entends, c'est les rôles modèles. C'est-à-dire, là, par exemple, on a Ismaël Belkhayat qui est venu parler lors d'une conférence Ismaël, qui est un de nos brillants entrepreneurs, jeunes entrepreneurs marocains, avec Chari.com, qui est venu parler à nos étudiants. Mais quels que soient les pays, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Afrique du Sud, au Nigeria, dans tous nos pays, en fait, d'avoir des entrepreneurs qui viennent, des entrepreneurs locaux, qui ont des success stories, soit nationales, soit internationales, et auxquels nos jeunes peuvent s'identifier. C'est important l'identification, parce que des success stories de l'étranger, finalement, restent un peu inaccessibles. Mais par contre, de pouvoir avoir des rôles modèles qui viennent partager leur expérience, qui montrent à nos jeunes que c'est possible, et d'avoir des programmes qui permettent d'inclure des expériences en conditions pratiques, quel que soit le domaine d'apprentissage. J'insiste sur ça parce que, par exemple, on a une de nos étudiantes kinésithérapeute en Tunisie qui a fait partie de notre incubateur et en partenariat avec Connect Innov en Tunisie, et en fait qui a gagné le prix de Startup Act comme une des startups les plus innovantes. Super. Mais qui est kinésithérapeute à la base et qui a développé une start-up dans le e-santé. Donc, c'est simplement pour vous dire que l'interconnectivité dont parlait M. Chakib, mais aussi les espaces en dehors de la classe qui permettent justement cette liberté d'entreprendre, accompagnée, structurée. Voilà. Merci beaucoup. Juste avant de finir, on va faire un tour de table sur les conseils que vous aimeriez donner aux jeunes qui veulent entreprendre ou qui veulent s'insérer dans la vie professionnelle. Didier, en quelques mots, quel serait votre conseil ? Alors, l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment mon domaine. L'insertion professionnelle aussi, voilà. Par les stages. Non, les jeunes ont du talent et les formations, comme le disait tout à l'heure, dans le sud de la Méditerranée sont d'extrêmement bonne qualité. C'est justement, tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une méprise. Omer, c'est pas complète, c'est absolument pas antinomique. Omer est là pour faire savoir justement qu'il y a des formations de très haut niveau qui existent dans les sud méditerranéens, ce qui n'est pas un message qui est forcément très facile à faire passer au nord de la Méditerranée. Donc notre action, elle est vraiment axée sur ça. Il y a des talents, il y a des gens, il y a beaucoup de jeunes, il va y en avoir de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses, faisons-le savoir et donnons-leur l'opportunité de le faire. Et il ne faut surtout pas qu'eux-mêmes se brident, il faut vraiment absolument qu'ils aillent chercher ces opportunités. Il faut qu'on les leur offre et puis il faut qu'ils viennent les chercher.
Tout à fait, merci. Yasmine, quelques mots que tu conseillerais à d'autres personnes comme toi qui sont en stade d'idéation et qui veulent passer à la création? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais, dans mon humble point de vue d'une jeune de la Méditerranée, une jeune de 21 ans, qui a pu voir que l'entrepreneuriat est ouvert, qui a pu voir aujourd'hui qu'en fait, il y a des opportunités pour les jeunes. Sachez qu'effectivement, il y a de nombreux défis dans notre monde méditerranéen, au Maroc ou ailleurs, et que la jeunesse est là pour les régler. On est là pour apporter des solutions, on est l'avenir. Donc je pense qu'en tant que jeune, je lance ce message à toute la jeunesse méditerranéenne, il faut oser et il faut y aller. Je n'y suis pas encore allée, mais je compte bien y aller. Tu es en train. C'est ça. Merci Yasmine. Laura? De toutes les manières, pour que l'Afrique et tous les pays de la Méditerranée puissent bénéficier du dividende démographique, je pense que ce que je dirais à cette jeunesse, c'est première chose, c'est de ne pas avoir peur. Et je le dirais en anglais, mais be the best of whatever you are. Et d'aller chercher les compétences dont vous avez besoin. En fait, aujourd'hui, on parle de formation, certes de formation de base, mais lifelong learning, c'est formation tout au long de la vie. Et aujourd'hui, tout est accessible. Donc, il faut oser entreprendre, ne pas avoir peur. Et il y aura toujours quelqu'un qui vous dira c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible. Merci Laura. Rachid, quel serait votre conseil? C'est avoir du courage parce que, disons, se lancer dans un projet en son propre compte, donc c'est pas une mince affaire. Donc c'est vrai, bon, il y a quand même de la formation, on va avoir quand même une formation assez solide sur laquelle il peut s'appuyer, mais surtout c'est un état d'esprit. C'est avoir un état d'esprit pour pouvoir se lancer, pour avoir du courage et pour pouvoir surmonter toutes les difficultés. Ça va pas être évident du premier coup, ça va pas être facile du premier coup, mais bon, le chemin il est long, donc il faut avoir beaucoup de persévérance pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Merci. Xavier? Alors, il y a déjà, tout le monde a dit tout ce que je voulais dire, merci, c'est sympa. Mais blagues mises à part, ce qui est hyper important, c'est que pour les jeunes de demain, qui doivent être audacieux, qui doivent pouvoir accomplir leurs rêves, il faut impérativement aussi que les entreprises et que les structures universitaires, les écoles et ainsi de suite travaillent vraiment main dans la main pour leur permettre d'arriver justement jusqu'au bout de leurs rêves et qu'ils puissent être en adéquation avec ce qu'ils veulent faire demain. Merci Xavier. Merci à vous tous en tout cas pour cette intervention.